Chère auditrice, chers auditeurs, bienvenue sur le podcast Entreprise familiale nouvelle génération. Dans un instant, nous allons rencontrer Aude Maton, dirigeante de l'entreprise Roger Maton, une entreprise familiale dans le secteur de la haute joaillerie. Nous allons aller à la rencontre des défis de cette maison indépendante de 45 collaborateurs dans un secteur qui s'est beaucoup concentré avec un ensemble de rachats autour des grandes maisons de joaillerie et comment rester indépendant, quels sont les enjeux et comment cette jeune dirigeante, à l'écoute d'elle-même, dans un chemin très personnel de développement, est en train de mettre son empreinte singulière sur son entreprise familiale qu'elle a reprise depuis une douzaine d'années et notamment comment elle déploie une culture du care, une culture du prendre soin de ses collaborateurs. Et au fond, elle nous invite à oser notre singularité en tant que dirigeant, singularité et nos valeurs dans notre entreprise et à sortir des sentiers battus des précédentes générations. Tu as repris le flambeau de l'entreprise familiale, où tu as créé ta propre boîte, et tu sens que ton entreprise a besoin de vivre un virage pour devenir plus agile, plus collaborative. Au fond de toi, tu as l'intuition qu'on peut créer un décalage stratégique dans cette boîte par une culture plus humaine et une organisation plus horizontale et responsabilisante. Tu es au bon endroit. Mon nom est Thomas Fiot et au travers de mon métier de coach et d'accompagnateur, j'aide depuis plus de 15 ans des entrepreneurs familiaux à réussir leur pari. Dans ce podcast, je t'aide à trouver de l'inspiration et des idées en te faisant rencontrer des dirigeants familiaux avec des expériences inspirantes et en te partageant des outils impactants pour faire pivoter ton entreprise. Mon intention, c'est que tu trouves ici des clés pour marquer ton empreinte sur ta boîte. Merci de ton écoute. Tu es prêt ? Allez, c'est parti. Chère auditrice, cher auditeur, heureux de te retrouver sur ce nouvel épisode. Ce qui m'a touché dans le parcours de la dirigeante que nous allons rencontrer aujourd'hui, c'est d'abord ses valeurs humanistes. Et c'est aussi sa volonté de faire pivoter son entreprise vers une culture plus humaniste, responsabilisante, collaborative, dans un secteur d'activité qui m'a semblé peu familier à ce type de pratique, le secteur de la joaillerie de luxe. Parmi tous les dirigeants, dirigeantes qui engagent leur entreprise dans ce type de transformation culturelle, organisationnelle, autour de la confiance, j'ai découvert au fil des années qu'elles ont, ces personnes, un point commun. Bien sûr, au-delà des valeurs humaines fortes qui les rassemblent, elles ont vécu chacune un chemin personnel qui les amène un jour à vivre une sorte de déclic. Ce déclic trouve parfois sa source dans un accident de vie. Quelquefois, c'est un burn-out qui a provoquer chez le dirigeant ou la dirigeante une envie de vivre autre chose dans son entreprise, ou un événement particulier qui entraîne une prise de recul personnelle et un recentrage sur ses valeurs. Quelquefois, ce déclic trouve sa source dans une rencontre impactante avec un dirigeant ou une lecture qui a marqué. Et puis, bien souvent, c'est la fatigue d'un modèle d'organisation où trop de choses reposent sur les épaules du dirigeant et où une forme de déresponsabilisation collective devient pesante. Bref, nous allons, parmi toutes les questions, explorer comment cet élan singulier a émergé chez Aude Maton que nous allons rencontrer. Alors, Aude dirige l'entreprise familiale Roger Maton, qui est un concepteur, fabricant de bijoux de haute joaillerie pour des grandes joailleries parisiennes et internationales. Et j'ai cru comprendre qu'ils ont aussi des clients directs. J'ai une 35 collaborateurs à peu près. Aude nous confirmera le chiffre exact. Et en allant explorer le site internet de l'entreprise Roger Maton, alors là, c'était une belle surprise. J'ai d'abord été surpris par le sens de l'esthétique qui en dégage. Ça respire le beau. Et puis, j'ai été frappé par la place singulière accordée à la famille et à l'aventure familiale. Depuis la création de l'entreprise Roger Maton par le grand-père de l'actuel responsable, Aude, entreprise fondée après la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme si chaque familial avait peu à peu, progressivement, amené une touche très personnelle dans la construction et la réussite de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui, et la renommée qui est la sienne. C'est vraiment intéressant de voir comment toutes ces complémentarités sont mises en lumière, et notamment les complémentarités du couple Aude et son mari, Jean-Baptiste, qui dirige aujourd'hui l'entreprise et qui conjugue une approche humaniste et une vision rationnelle
des méthodes de production, voilà, dans un métier de petite série ou voire de très petite série. Voilà, chère Aude, bienvenue sur le podcast Entreprise familiale nouvelle génération. Je suis ravi de t'accueillir. J'ai envie de creuser avec toi plein de sujets. L'ambition humaniste que tu portes pour ton entreprise, la co-direction de l'entreprise en couple, c'est pas banal et ça arrive dans pas mal d'entreprises familiales. Comment ça se passe, c'est quoi les défis? Peut-être vous avez des trucs, des bonnes pratiques à partager. La place de la famille, quelle est la place de la famille aujourd'hui? Il y a peut-être différents familiaux présents autour de toi et dans la gouvernance. Comment marche la gouvernance aujourd'hui? Et puis, nous nous sommes rencontrés dans une organisation qui, moi, est une organisation de cœur qui s'appelle EVH, dans laquelle tu es membre, qui est une organisation de dirigeants humanistes. Et tu nous en diras peut-être un peu plus sur ce que ça t'apporte et voilà, dans ton chemin. Mais tout d'abord, Aude, qu'est-ce que tu aimerais ajouter, peut-être pour te présenter un peu plus, toi et ton entreprise? Bonjour Thomas, déjà merci de m'accueillir ici. Je suis très touchée par ta démarche et c'est avec plaisir que je partagerai un petit bout de mon expérience et de ce que nous vivons de manière assez quotidienne et singulière dans notre manière de diriger l'entreprise à plusieurs et notamment plusieurs membres de la famille. Pour répondre à ta question sur mon parcours, peut-être que quand je me présente, il m'arrive fréquemment de dire que mes études n'ont pas été en ligne droite, tout n'était pas tracé au départ, même si en effet, j'ai été amenée à reprendre l'entreprise familiale. Je ne m'y destinais pas forcément. J'ai commencé par faire un bac scientifique, puis après une prépa littéraire, et j'ai rejoint HEC à l'issue de la prépa littéraire. Donc, c'est pas un parcours forcément logique ni typique, mais c'est aussi ça, je pense, qui m'a construite. euh, Parce qu'en effet, je suis très intéressée par la littérature, très animée aussi par les arts. Et ces années de prépa, je les ai vécues vraiment, non pas comme un challenge intellectuel et un challenge de concours, mais aussi comme une grande ouverture au monde et à la création, à ce que pouvait produire à la fois le cerveau intellectuel et également le cerveau créatif. Donc ça, je pense que ça m'a construite et au-delà de mes fonctions aujourd'hui en tant que présidente de Roger Maton, j'ai toujours, c'est par mes hobbies, mes lectures et ce qui va me passionner, beaucoup de temps consacré à la poésie, que ce soit bon, plus la lecture que l'écriture, mais également au travers de l'écriture, je me réalise pleinement. Et de même aussi la pratique de la danse qui m'est chère depuis mon plus jeune âge, que je n'ai jamais cessé d'exercer. Voilà, c'est ce que je pourrais peut-être ajouter à ce portrait que tu as fait, parce que c'est des éléments qui, je trouve aussi, peuvent expliquer peut-être certaines choses dans notre approche chez Roger Maton. Nous sommes, nous avons la particularité ici dans l'entreprise de travailler pour des grandes maisons de luxe, donc avoir cette dimension un petit peu industrielle, puisqu'on doit répondre à des cahiers des charges qui sont très précis et qui sont celles de grands groupes de luxe, donc avec voilà, des cahiers des charges, des normes, de nécessaire transparence en termes de gouvernance, en termes de process de production. Donc ça, c'est l'aspect industriel de notre aventure. Mais il y a aussi une dimension créative, puisque la maison Maton fabrique ses propres collections de bijoux que nous commercialisons à l'export et en showroom à Paris. Et pour cela, il faut bien sûr être à même de proposer des dessins, des modèles, de faire des accords de couleurs, de pierres, parfois des jeux de textures entre de la marqueterie, de la laque, des pierres, du pavage. Donc, nécessairement, la création m'a nourrie et me nourrit et nourrit aussi mes collaborateurs au quotidien. Et ils disent tous que même si souvent la partie créative, c'est pas ce qui nous prend le plus de temps, mais c'est ce qui donne aussi du sens et de l'essence. C'est ça. Ouais, le beau, ça nourrit une part de nous, hein, c'est ça. Et il y a Mm. besoin de la nourrir aussi pour, en retour, être créatif, présent dans son métier. Que ça fait partie de votre identité, je sens.
Et alors, quand tu as pris tes fonctions, c'était il y a combien de temps à peu près? Une- Alors moi, je suis rentrée chez Maton en 2009, Oui, après une première expérience professionnelle dans le milieu de ouais. l'édition féministe. Donc c'est aussi un jalon de mon parcours qui m'a beaucoup marquée. En 2009, je suis rentrée, je suis passée un peu par tous les postes de la maison, que ce soit l'administration, la partie plus technique RH, la gestion de production, le contrôle qualité, le suivi de projet et des fonctions de chargé d'export. Et donc là, j'étais aux côtés de mon papa, de mon oncle et de ma tante, qui avaient chacun, eux, une partie euh, très différentes à gérer. Mon père, c'était vraiment la gestion d'entreprise et la commercialisation. Ma tante, elle était à la création. Et mon oncle, lui, était à la gestion de l'atelier, donc plus la partie que je pourrais appeler industrielle de Mm, notre outil artisanal. Et donc, en fait, c'est comme si j'avais fait un peu des stages à leur côté mm, dans les différents services. Donc, et cette phase-là a duré de 2009 à 2013. Et puis ensuite, j'ai vraiment travaillé aux côtés de mon père, donc, nous partagions les suivis des différents projets et également on échangeait sur la direction d'entreprise. C'est la date à laquelle mon mari Jean-Baptiste nous a rejoints et à cette époque, on a agrandi l'atelier, donc on a aussi pensé un projet qui était un peu différent en termes d'ergonomie des postes, etc. On a commencé à introduire la notion de bien-être au travail au travers de l'agrandissement de notre atelier. Et mon papa, lui, est vraiment définitivement parti à la retraite et nous a laissé les rênes en 2017. mm. Voilà, donc c'est une aventure D'accord. qui s'est faite step by step. Ouais. C'était quoi ton étonnement quand tu as commencé à travailler dans l'entreprise? Tu avais vécu ailleurs, hein, une première, vraie première expérience, peut-être d'autres stages avant, mais Mm. et finalement, qu'est-ce qui t'a surpris, qu'est-ce qui t'a étonné quand tu es arrivé? Et- Ce qui m'a étonnée, premièrement, c'est dans un atelier de joaillerie comme le nôtre, les personnes qui sont à la cheville, c'est-à-dire ceux qu'on appelle à la cheville, ce sont les artisans. Donc les personnes qui sont à la cheville sont passionnées. Et c'est pas un, c'est presque galvaudé de le dire de cette façon, mais c'est vraiment sincère, entier, réel. Ils aiment leur métier, qu'ils soient jeunes, novices, apprentis, ou ce que l'on appelle OJ4, c'est-à-dire joaillier senior ayant une grande technicité et étant capable de vraiment de créer à partir juste d'un dessin. Euh, Tous les collaborateurs de l'atelier étaient vraiment habités par ce qu'ils faisaient et c'était pas simplement un travail. Bien souvent, les artisans ont eux-mêmes un établi chez eux, créent, font leurs propres bijoux, proposent à la famille des cadeaux qui sont le produit de leurs mains. Et ça, voilà, c'est une des premières choses qui m'a épatée en arrivant ici, parce que bon, dans le milieu de l'édition, on est en lien avec la création, mais on, on, on est on ne fabrique pas le texte, alors que nous fabriquons. Et c'est ça vraiment que j'ai trouvé très intéressant, c'est de voir à quel point les artisans étaient habités par leur travail et ce qu'ils faisaient, et de pouvoir aussi euh, voir juste un dessin qui prend vie à travers les mains de l'artisan, des différents artisans, parce que bien souvent, ils passent, le bijou va passer dans différents ateliers, l'atelier de joaillerie, l'atelier de polissage, l'atelier de sertissage, et de voir celui-ci se construire au fur et à mesure pour arriver à une pièce finie qui bien souvent sublime le dessin qui a préexisté à celui-ci, et avec la conjonction des talents, mais aussi des envies, en fait. C'est Hmm, vraiment ça qui m'a le plus saisi quand je suis arrivée là. hmm, canon. Et alors, parle-moi un peu, en quelques mots, le secteur de la joaillerie aujourd'hui. euh, C'est pas les chiffres qui nous, on n'a pas vocation, nous les auditeurs, là, à être des spécialistes de ton métier, mais euh, c'est quoi les défis aujourd'hui dans ton métier? Est-ce qu'il y a des défis, des choses à relever ou des, des choses qui viennent Oui. vous impacter qu'il faut... euh, Oui, dans notre secteur, on a vécu, donc les années 2000 ont été les années où les grands groupes ont racheté les maisons de joaillerie. Donc, des groupes comme LVMH ont acquis, par exemple, la maison Dior et d'autres maisons
du secteur. Et les années 2000, post-Covid, je vais dire, ouais, c'est pas vraiment 2020, c'est post-Covid, les maisons de joaillerie qui font elles-mêmes partie donc de groupes de luxe depuis une vingtaine d'années, ont décidé d'intégrer des ateliers de joaillerie C'est ça. familiaux. Et c'est vraiment ça le défi. Ça a profondément chamboulé l'écosystème de nos ateliers, puisque nous étions, par exemple, pour parler de Paris, je pense qu'on est peut-être une trentaine d'ateliers de joaillerie à travailler pour les grandes maisons, et encore un petit peu moins. Et nous étions tous des maisons de taille petite à moyenne, avec une gestion familiale ou voilà, deux associés. Et donc quand les grandes maisons se sont intéressées aux ateliers de joaillerie, il y a eu donc une certaine euphorie. Heu, il y a eu aussi, un comment pourrais-je dire? Une flambée, des prix. Des prix dans le sens, des salaires, et une flambée des prix de cession des ateliers. Donc ça a fait tourner la tête à beaucoup de mes confrères, et pour certains, il y a des reprises qui se sont vraiment très bien passées. Mais c'est vrai que aujourd'hui, rares sont les ateliers, de la taille du mien à être indépendants. Mmh. Et moi, c'est le défi qu'on s'est donné avec Jean-Baptiste, c'est de rester indépendant. C'est quelque chose, que l'on souhaite, par égard pour, la famille qui nous a transmis, parce qu'on pen on est habité par l'idée que, pouvoir vivre un management à notre image, on ne peut le faire qu'en étant indépendant. Heu, on craint, quand on a eu des propositions, que le fait d'être, absorbé, racheté même pour partie, nous amène à avoir un contrôle un peu plus important, de nos dépenses, de notre manière de gérer, et de facto, du style de management associé. Donc c'est la raison pour laquelle, on a décidé, c'est vraiment un choix, c'est pas par défaut, on a décidé de rester indépendant. Aujourd'hui, l'actionnariat de Maton est 100% familial. Il y a nous, et il y a aussi, nos aïeux qui nous ont transmis, qui font partie de voilà, des actionnaires. Et nous gérons, Jean-Baptiste et moi, en totale indépendance et liberté par rapport à la famille. Mais néanmoins, chaque année, on a à cœur de partager avec eux, les résultats, de leur exposer notre trajectoire, en termes de stratégie d'entreprise, mais aussi en termes de RSE. Donc, c'est l'axe sur lequel nous travaillons depuis 2022, vraiment Mmh. d'ancrer notre entreprise heu, dans un écosystème du vivant, et Mmh. de se dire qu'on n'est pas là simplement pour, produire les bijoux les plus beaux et les plus beaux, les mieux faits et les plus beaux esthétiquement, mais aussi pour, le faire de la meilleure des manières, en respectant au plus notre planète, et en étant aussi, bien sûr, très respectueux des artisans, des collaborateurs qui contribuent Mmh. chaque jour à façonner ces bijoux. Waouh. Et alors, pour rester indépendant, en fond, parce que j'imagine ça demande de faire évoluer certaines choses dans l'entreprise, peut-être, ça demande de vivre des bascules ou de s'améliorer dans certains sujets. Enfin, c'est quoi un peu les challenges qu'a l'entreprise aujourd'hui devant elle dans Oui, ce en contexte, effet. hein, je comprends que les grands du secteur ont internalisé, pardon, un certain nombre de vos métiers en rachetant. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en termes d'enjeux, de transformation, de... Heu, En termes de transformation, c'est pas forcément très sensible au départ. C'est-à-dire qu'on continue de faire ce qu'on sait faire, simplement par rapport, à la reconfiguration du paysage de notre industrie. On attend de nous d'être beaucoup plus transparents sur, tout un tas de choses, nos process, nos partenaires aussi, nos partenaires tiers, nos sous-traitants, nos fournisseurs, de métal, de pierre, et cetera. Et on attend aussi, donc les grandes maisons notamment, interviennent énormément chez nous pour s'assurer que
la manière dont sont faits les bijoux correspondent à leurs standards en termes, Ouais, en termes de responsabilité environnementale et sociale. c'est ça. Et c'est très très vrai. C'est assez intrusif d'un côté, mais c'est très vertueux de l'autre parce que c'est du concret. Ça veut dire qu'un bijou signé d'une maison, les maisons s'assurent vraiment que tout est fait selon les critères qui sont les leurs et qui sont des meilleurs standards. Donc Ouais, c'est ouais. voilà, c'est un peu ça. Bon, je pourrais pas aller beaucoup plus loin dans l'étayage de ce discours parce que nécessairement je suis tenue par de la confidentialité à l'égard des maisons. Bien Mais sûr. en effet, ça implique voilà, pas mal d'audits. Ça implique d'être transparent bien qu'on ne soit pas intégré, d'être très transparent à tous les égards. Ouais, vous êtes vraiment du coup dans des partenariats forts avec certaines grandes maisons qui. Ouais. Ouais, ok, ok. Et alors je sens en toi cette vision. Je l'ai senti quand on avait échangé un petit peu tous les deux, et puis j'ai senti dans tes prises de parole sur le site internet où il y a un très beau film que j'invite les auditeurs d'ailleurs à aller voir, qui est très bien fait. Et au fond, je sens que tu portes une ambition humaine pour la maison, Maton. Tu nous en dirais un petit peu plus sur ce qui est important pour toi, ce que tu sens, et au fond, pour te livrer un peu toutes les questions que j'ai autour de ça, c'est vraiment ça consiste en quoi peut-être cette maison progressivement va être va être singulière, peut-être dans sa manière de manager les personnes, de s'organiser en interne, peut-être voilà, et peut-être un visiteur qui viendrait et qui aurait l'habitude de voir d'autres maisons plus traditionnelles. Qu'est-ce qu'il verrait progressivement de différent là, chez vous? Alors, pour te répondre, je vais d'abord juste illustrer avec une toute petite anecdote. À la rentrée, donc il y a quelques jours, nous avons intégré une promotion de nouveaux collaborateurs, collaboratrices et collaborateurs, notamment des jeunes, trois alternantes et des moins jeunes qui avaient déjà des expériences significatives dans d'autres ateliers, que ce soit des ateliers qui sont nos confrères ou bien des ateliers plus importants voilà, sur la place de Paris. Et le retour qui m'a été fait de la première journée dans nos murs, c'était je ne m'attendais pas à recevoir un tel accueil. Et je pense que l'accueil, c'est déjà un mot important. C'est à la fois dans le parcours du collaborateur qui arrive chez nous et aussi l'accueil au quotidien. Comment on se reçoit, comment on s'écoute. C'est, je pense, une des choses qui est un peu singulière ou différente chez Maton. Euh, bon, après, il y a énormément d'entreprises et de dirigeants qui m'inspirent je je suis pas au quart du chemin que certains d'entre eux ont fait. Mais ce qui est sûr, c'est que chez Maton, Jean-Baptiste et moi, ainsi que nos proches managers, que l'on a appelés d'ailleurs les piliers, parce qu'on estime qu'ils soutiennent la maison, voilà, comme des piliers, donc ils soutiennent la maison, sont vraiment tournés vers l'autre. Et c'est assez sincère. On s'intéresse à l'autre. Qu'il soit nouveau, qu'il vienne de rentrer dans la boîte, ou qu'il soit là depuis 3 ans, et parfois plus de 10 ans, comme c'est le cas pour certains d'entre eux. On porte attention à la personne qu'il est. Ce n'est pas que le collaborateur, c'est aussi qui il est, avec quoi il arrive, qu'est-ce qu'il a vécu. On n'a pas toujours accès aux vies personnelles des gens, ils ne souhaitent pas toujours s'en ouvrir, mais en tout cas, on leur ouvre cette porte dès le départ en accordant, par exemple, lors de la matinée d'intégration, un temps où les nouveaux arrivants sont rassemblés juste autour de moi et moi, je leur raconte un peu ma vie. Je leur dis, voilà, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants, vous les verrez souvent parce qu'ils vont à l'école pas loin d'ici et ils viennent faire leurs devoirs parfois à l'atelier. Et ça amène aussi, cette ouverture-là, ça amène aussi chacun à se livrer un petit peu sur sa vie. Ça crée déjà de l'humain. Et c'est ce qui va être la graine pour après
construire des liens plus solides et nous permettre aussi après d'un point de vue professionnel, de rester plus longtemps ensemble, heu, de développer des carrières plus longues chez nous. Parce qu'il est vrai que quand on est artisan, c'est pas toujours évident de pouvoir évoluer dans son poste. Et ça, c'est la clé de la fidélisation de nos collaborateurs et de leur épanouissement personnel. Il y a 2 enjeux. Il y a un enjeu pour l'entreprise, qui est de faire grandir le savoir-faire et garder ses collaborateurs qui savent faire et qui savent faire à la manière de chez nous et qui connaissent aussi, voilà, les règles de l'art. Puis aussi le sujet de, à titre individuel, que chacun puisse s'épanouir chez nous et s'y sentir bien. Pour moi, c'est la meilleure, c'est la chose que j'apprécie le plus quand on me fait un retour en me disant: «Je suis très bien ici et je me vois continuer comme ça» dans les entretiens annuels et qu'on me dit: «Bah, ma vision d'avenir, c'est continuer dans ce que je fais et continuer à m'améliorer». C'est la plus belle des choses. C'est vraiment ça me fait ma journée, comme on dit. Mmh. Voilà, donc ça, c'est un élément de réponse. Dans ce qu'on a d'un petit peu singulier, même si ça se développe aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, on a mis sur pied un comité RSE. Donc sur la base du volontariat, tout collaborateur qui souhaitait le joindre, heu, a eu la possibilité de le faire. On n'a pas limité en nombre et ce comité se réunit, au moins une fois par trimestre pour définir les grands chantiers de l'année, la feuille de route en fait, de temps d'animation qu'on va mettre en œuvre. Donc on fait en général un focus par mois. Là par exemple, sur ce mois de septembre, on a décidé de faire un focus sur l'activité physique. Et donc, nous mettons en place via le comité, donc chacun va proposer des petites actions sur la thématique de l'activité physique. Ça va être donc, on pratique depuis pas mal d'années déjà les étirements le matin, le vendredi matin. Donc tous ensemble, on met de la musique et pendant 5 minutes, on s'étire parce qu'on a conscience que travailler à la cheville, Ah oui. c'est ouais, ouais, posturalement, c'est Waouh! quand même, ça a des effets sur notamment les articulations. Donc, pour contrebalancer ça et apprendre à chacun aussi à avoir une bonne routine, tous les vendredis matins, j'anime un petit atelier qui dure 5 minutes, qui est en musique et qui permet à chacun de s'étirer et voilà, d'étendre les articulations, etc. Donc là, au mois de septembre, on va faire ça, mais de manière un peu différente. On a une de nos collaboratrices qui va vraiment aller vers chaque poste de travail et qui va proposer à chacun, à sa chaise, des exercices adaptés pour se détendre. On va faire aussi un focus sur l'alimentation. On va proposer des encas qui soient sains, avec une fiche recette que chacun pourra photographier s'il trouve que c'était bon et qu'il veut le refaire chez lui. On a également mis en place un petit quiz sur les bonnes habitudes à avoir. Et voilà, tout ça toujours en général autour d'un temps festif. Donc là, ce sera un goûter, par exemple. Un goûter justement fait avec des choses que Mmh. chacun aura apportées et qui auront pour consigne d'être le plus healthy possible. Voilà, Waouh! donc ça, c'est un exemple d'animation sur le mois de septembre et puis chaque mois, il y a sa thématique. D'accord. Ces animations sont élaborées dans le cadre du comité RSE ou pas spécifiquement? Exactement, Ah, c'est ça, OK, d'accord. exactement, ouais. Ouais, en tout cas, je sens qu'il y a, dans cette vision humaniste de ce que tu es en train de mettre en œuvre dans l'entreprise, il y a à la fois une certaine manière d'accueillir, de recevoir, hein, il y a une espèce de tradition de l'accueil il y a quelque chose autour de la manière d'être en relation ensemble, hein, qui est importante pour toi et, et puis il y a quelque chose autour du care, enfin voilà, de prendre soin des collaborateurs, de leur santé, de leur équilibre, de leur voilà, et dans un esprit plutôt détente et festif, hein, voilà, ouais, Oui, oui, c'est ouais, ce qu'on essaie de mettre en place, mais parce qu'aussi, ça nous procure du plaisir et des petits moments de bonheur, donc c'est important. Au-delà de ça, le tempo, il est assez soutenu dans les ateliers. On a voilà, on est les équipes sont très engagées et investies, pour, faire, des travaux de qualité dans des délais qui sont parfois serrés.
Et on a besoin de contrebalancer en fait ce rythme soutenu avec voilà, des focus, des moments de détente, des moments plus festifs ou conviviaux, et ça marche assez bien, vraiment. Bon, enfin, en tout cas, moi, Hmm. ça m'apporte un équilibre, et Ah je oui, pense c'est que les ça. collaborateurs aussi. Ah oui, tu le fais pour toi et pour eux, hein, je Mmh. sens. Ouais. Ouais, Et, ouais. et comment tu vois la suite, là, l'entreprise dans 5 ans? Est-ce que tu as, voilà, il y a des choses que tu as envie de continuer à mettre en œuvre, peut-être d'emmener l'entreprise plus loin sur cette Oui, dimension, se prendre soin et cette dimension humaine? Qu'est-ce que tu as en toi, tout à là? fait. Et c'est d'ailleurs, j'ai d'ailleurs eu ce déclic, au cours de nos dernières journées, à EVH, au mois de juin, où j'ai rencontré, un des membres d'EVH qui avait emmené son entreprise dans un parcours de CEC, et ça m'a donné vraiment, donc Convention des entreprises pour le climat, ça m'a donné vraiment envie d'embarquer mon entreprise dans ce parcours-là, pour vraiment, il y a bien sûr, hein, la transformation, on va dire, humaniste et sociale, que nous avons menée avec le comité RSE et que nous allons continuer d'animer. Mais plus loin, vraiment, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis rentrée chez EVH, c'était parce que j'avais envie d'aller plus loin dans la minoration de l'impact de nos activités sur l'environnement, Hmm. et d'aller non pas faire par des petits pas, mais d'aller vers une vraie transformation. On est dans une industrie qui n'est pas évidente parce qu'on utilise des ressources de la planète, notamment des minerais. Ouais. Et donc, il y a de l'extraction liée à ça. Donc, certes, nous utilisons de l'or qui est recyclé, mais on sait que pour tout ce qui est pierres précieuses, c'est quand même extrait des sols. Et ça, euh, c'est quand même un vrai sujet pour moi qui suis très, très attachée à la nature et enfin, au respect de l'environnement. Le mot est un peu fort parce qu'en réalité, c'est vraiment, et on en est à essayer de minorer notre impact. C'est ça. Euh, c'est ça. Hmm. Et en fait, j'ai besoin aussi d'être accompagnée presque d'un point de vue industriel là-dessus. Eh oui. Parce que pour pouvoir vraiment opérer un move, euh, il faut des clés technologiques, il faut des clés industrielles, et ça, je me sens pas de pouvoir le faire toute seule. Hmm. Donc, dans ma stratégie à 5 ans, je voudrais vraiment que Jean-Baptiste et moi, nous plongions dans ce parcours CEC pour Vous allez pouvoir. le faire en binôme? Oui, vraiment, j'aimerais. Ah Je pense ouais. que ça a du Ok. sens. Oui, Ok. oui, Oui, parce que, ouais. en plus, Jean-Baptiste, lui, est ingénieur de formation, donc ça fait sens. Oui, Ouais. super. Donc, c'est l'idée, voilà. Ah oui, oui, souvent, dans le principe de la CEC, c'est que le dirigeant emmène un collaborateur ou qui n'est pas forcément un co-dirigeant, mais qui peut être un. Mais là, effectivement, que les deux dirigeants fassent le chemin ensemble, c'est une bonne idée, c'est chouette, c'est chouette. Ça va être inspirant de rencontrer d'autres entreprises qui vivent ce chemin et ça va être inspirant. Ouais. Mm. Ouais. Ouais, je pense. Ok. Et euh, justement, tu nous parles de Jean-Baptiste. Entreprendre en couple, alors c'est comment avec ses combien? Tu disais 2000, il est arrivé en Depuis 2017? 2013, il est là. Depuis 2013, ah, 2013, pardon, un donc peu ça plus fait longtemps. 12 ans. 2013, donc ça fait 12 ans, ça 12 fait ans, déjà une ouais. belle expérience. Comment ça se vit? Comment ça se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qui est le plus challenging dans le fait de travailler comme ça à deux? Vos complémentarités, elles sont manifestes, hein, je sens, Mmh. voilà, je sens qu'il y a eu un choix réfléchi et où la place de chacun a été pensée, mais voilà, qu'est-ce qui a été le plus challenging? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous avez mises en œuvre et qui pourraient être intéressantes pour les autres nos auditeurs à entendre? Est-ce que vous avez peut-être mis en place des rituels? Peut-être comment ça fonctionne tout ça, ce copilotage de l'entreprise? C'est sûr que c'est challengeant dans le sens où, il n'est pas toujours facile de laisser à la porte de la maison le travail, et de la même manière, il est impossible de laisser la vie de famille à la porte de l'entreprise. Donc ce qui est, ce qui est compliqué, mais c'est pas problématique, c'est que les 2 sphères s'interpénètrent nécessairement.
en particulier dans nos vies où on a vraiment choisi là, cette année et l'année dernière de nous occuper également de nos enfants après l'école. Donc c'est un vrai challenge dans le sens où ça donne une charge mentale importante. Et je pense que le fait de travailler en couple, c'est aussi générateur de charge mentale. Hmm. Donc ça, voilà. Mais cependant, c'est une énorme chance. On le vit comme ça en tout cas, parce que on, on peut comprendre ce que vit l'autre, on peut se mettre à sa place, parce qu'on sait ce que c'est. Et, donc, et c'est ce qui permet de régénérer les situations. Quand, quand il peut y avoir de la tension nécessairement liée à notre activité, au stress, lié au délai de livraison, etc. Donc, euh, quand tu travailles en couple ensemble, il y a des moments où la qualité de la manière avec laquelle tu t'adresses à l'autre n'est pas toujours aussi soignée qu'elle le devrait ou qu'elle le serait si c'était à la maison, un peu en retrait voilà, des contingences du stress. Donc là, il y a des moments où voilà, parfois on n'est pas irréprochable dans notre manière d'accueillir l'autre ou de s'adresser à lui. Et juste de faire le petit pivot, de se dire hop, je me mets à sa place parce que je sais ce qu'il est en train de vivre, je sais que lui aussi a des impératifs de rendu, de livraison, etc. Tout de suite, ça permet d'apaiser les choses et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour toi plutôt Hmm. que de dire oui, mais tu m'as dit ça, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et dans ces moments-là, euh, c'est en fait, c'est beaucoup d'amour. Donc, le Hmm. moment où on se dit ça, qu'est-ce que je peux faire pour toi ou si tu veux, je le fais à ta place. Bien souvent, l'autre dira non, non, mais c'est bon, je m'en occupe. Mais ça, hop, ça libère tout de suite. Ouais, ouais. Ça libère la situation. Est-ce qu'il y a Après, un au rituel? Ouais, quotidien, oui, ouais. pardon. Dis-moi, Après, au dis-moi. quotidien, en effet, hein, nos rôles sont bien définis, mais on est sur beaucoup de tâches un peu interchangeables. Et c'est ce qui fait que notre duo marche bien, c'est-à-dire que voilà, comme je disais, quand il y en a un qui a trop de pression ou trop de charge, l'autre peut vraiment venir en support, en soutien pour le décharger. Et c'est ce qui permet voilà, de redonner un peu de souplesse, en fait. Est-ce que vous avez mis en place un rituel qui vous permet de vous On essaye ajuster, de vous ouais, coordonner? Comment vous faites? on Est-ce qu'il y essaie a- de déjeuner au moins une fois par semaine ensemble pour le midi pour pouvoir parler de travail dans un cadre qui soit pas celui de l'entreprise, mais qui soit pas celui de la maison, et qui nous permette de un peu prolonger les réflexions de la semaine euh, sans être dérangé par le téléphone, Ouais, par ouais. tout le brouhaha qui est autour dans la vie de l'entreprise. Donc ça, c'est important pour nous. Le soir, quand on a des choses en tête, on s'autorise à se dire, OK, bah là, on s'autorise à dire, c'est OK là de parler de boulot pendant 20 minutes. Parce que parfois, on en a besoin et c'est mieux de se le dire plutôt que ça trotte dans la tête et que le lendemain. Donc ça, on s'autorise à ouvrir cette porte-là. Euh, et une chose aussi que l'on fait, c'est de s'envoyer des mails pour se dire, faut que je te parle de ça. Ah oui. Au, au moment où, au moment où ça nous traverse l'esprit, mais au moment qui, on en parlera, on ouvrira le dialogue quand ce sera bon pour toi. Oui, ça permet de pas en parler tout de suite et que ça vienne Oui. pas trop empiéter notamment le terrain familial. Mais au Mm. moins, je sais que l'idée, elle est consignée quelque part et on va en C'est parler. ça. Ouais, c'est toujours un peu le sujet de se décharger de charge mentale. Ouais, ouais. Ok. Vous vous faites de temps en temps une journée au vert, une sortie pour aller pour le travail, je veux dire, Ah oui, pour en- le travail, oui, oui, on organise, mais c'est avec vraiment toute la boîte. On c'est toute organise la un boîte? séminaire annuel. Ouais, Ah, vous sortez toute la boîte au vert, séminaire ouais, annuel. ouais. Ok. Ce sera le mois prochain et donc on va dans un endroit pas trop loin de Paris, mais toujours à la campagne. Donc vraiment, l'idée, c'est d'être au vert. On fait une matinée où on fait un peu, euh, on dresse un peu le bilan de l'année écoulée sur un bilan, on va dire, très opérationnel. Et puis après, sur la partie comité RSE, le comité RSE prend la parole pour faire un récap et dérouler le calendrier de la prochaine année à venir. L'après-midi, on est accompagné par un coach qui nous a coachés, d'abord moi, puis Jean-Baptiste et moi,
puis nos piliers. Et ce Hmm. coach, il anime l'après-midi de notre séminaire. Donc, on a travaillé sur différentes questions les années passées, sur les valeurs, sur voilà, quelles étaient les valeurs. On voulait vraiment écrire quelles étaient nos valeurs. Ouais. Donc, on a réfléchi avec toute la boîte à ça. Et là, on va travailler au prochain séminaire sur le sujet de la santé mentale. Voilà, pour comment essayer de prévenir les situations de stress intense, voire de burn-out quand ça arrive. Voilà, donc ce sujet-là, c'est ce qu'on va adresser avec notre coach. Et le lendemain, c'est consacré vraiment plus au fun. Donc, on va faire souvent un jeu ou quelque chose d'assez sportif. Ok. Et puis le tout est bien sûr autour d'une soirée festive avec un thème costumé. Ah, il y a une part festive. Ouais. Voilà. Et alors, tu disais, on s'est fait coacher finalement, hein, avec, c'est ça, Mm. avec individuellement et puis surtout ensemble. Vous avez déjà Oui, vu ouais. C'était ouais. au début, C'est au moment où j'ai senti que mon père allait partir. J'ai demandé, enfin, il se trouve que j'ai suivi un cycle de gestion des émotions, gestion du stress et gestion des conflits en entreprise. Et à l'issue de ce cycle, je suis allée voir le coach et je lui ai dit, tiens, je sens qu'on aurait des choses à faire ensemble, mais je ne sais pas quoi. Donc, on a fait quelques rendez-vous et il m'a proposé un parcours pour moi, vraiment, un accompagnement. Je lui ai dit, en fait, j'aimerais changer de style. Quand mon papa va passer la main, je voudrais être capable d'imprimer mon style. Je ne sais Hmm, pas encore exactement quel il est, mais je sais qu'il y a des choses que je veux faire. hmm, Et je ne sais pas trop comment le faire sans être maladroite. Donc, c'est en ça qu'il m'a accompagnée. Puis après, ça a été nécessaire aussi qu'il accompagne Jean-Baptiste pour s'assurer que les visions étaient harmonieuses. Et après, c'est notre coach Jonathan qui nous a dit il serait très opportun maintenant que je vous vois ensemble. hmm, Donc, on a fait une petite année de coaching à deux pour croiser hmm, les visions, mettre sur pied une stratégie, plus pour l'entreprise que sur le style de management. hmm. C'était le troisième temps. Et Ouais. ensuite, on a amené nos piliers. Voilà, on a construit l'équipe des piliers autour de notre coach Jonathan en faisant une journée au cours de laquelle on a exprimé pourquoi on faisait ça et qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble, suivi d'un temps festif. Et après, régulièrement, on essaye tous les 3 mois de faire un déjeuner. euh, donc, soit nous entre piliers, soit avec Jonathan quand il est disponible pour qu'il anime aussi ce déjeuner et que ce soit pas simplement un déj de collègues, quoi, que ce soit vraiment quelque chose d'un peu construit autour de valeurs et autour d'amélioration pour l'entreprise et les équipes. Ouais, donc il y a eu une rencontre, une ou deux rencontres avec un ou deux coachs qui ont été, notamment un, Jonathan et peut-être un Notamment, autre, ouais. qui ont été structurantes, importantes pour vous, hein, Oui, et je pense que c'est important pour nos auditeurs d'entendre que ça se fait pas tout seul en fait, hein, tout ça, tout à fait. et vous avez su très tôt vous faire aider, et Mm. ça, je vois que certains dirigeants attendent tard, voire ont du mal à passer ce cap. C'est chouette d'entendre ça. Ok. Oui, c'était vraiment, c'est-à-dire qu'on avait des idées, on avait des envies, mais on ne savait pas forcément, on n'avait pas forcément le temps et on ne savait pas comment le faire surtout. Et c'est devenu beaucoup plus limpide à partir du moment où on a pu échanger avec notre coach et voilà, lui dire voilà les idées, voilà comment on fait ça et voilà, que lui amène le liant aussi pour le faire et qu'il continue à interagir depuis toutes ces années, parce qu'on a commencé avec Jonathan en 2016. Hmm. Depuis toutes ces années, donc bientôt 10 ans, Jonathan intervient de manière assez régulière dans l'entreprise, soit au travers des déjeuners piliers, soit à minima dans le séminaire d'entreprise. Donc, ouais, le lien est hyper important. D'accord. Et alors, tu disais, donc, vous êtes 35 à peu près, j'ai vu On est ce chiffre. 45 maintenant. Oui, je pense 45, que sur tu notre vois? site, il est encore écrit 35, mais aujourd'hui, Oui, oui, on oui, est même 45, ah 46. ben, Ouais. belle croissance. Et donc, il y a quelques piliers, tu disais Oui, combien? nous sommes 6.
en vous comptant tous les Sans nous deux, comptant, non, sans nous sans compter. vous compter, 6 piliers. Mm. Et donc, ils ont un rôle managérial, ces piliers, ou c'est plutôt Oui, des... Oui, c'est ça, oui, c'est non, des rôle managers managérial. de Ouais. pôle, Les chefs policiers, d'atelier des chefs et les d'atelier. managers de pôle. Mm. C'est ça, d'accord. Donc, il y a eu des actions de développement, d'accompagnement pour eux aussi. Oui, tout Ok. à fait. Ils sont faits aussi en parallèle, un petit peu coachés Ouais. par Fenêtre. Et leur manière de manager, d'embarquer leurs équipes, tu sens que ça a bougé ces dernières années ou Oui, comment, qu'est-ce qui se vit énormément. sur le terrain? Qu'est-ce que tu dirais? Ça a ça a été très important pour eux dans la construction de leur stature de manager, leur posture, pardon. C'est-à-dire de passer de parce que pour certains, ils n'étaient pas encore managers, ils étaient simplement pros d'équipe et on les a élevés au rang de manager en même temps qu'on les a embarqués dans l'aventure des piliers. La plupart du temps, ils ont été choisis pour leur fidélité à l'entreprise et puis pour leur degré de savoir-faire et ce qu'ils, C'est ça. voilà, leur donc, il y a eu pour certains d'entre eux qui n'étaient pas encore managers, bah, toute la construction de la posture de manager est passée de simples collègues à animateurs d'équipe. Donc ça, c'est ça qu'on a vu bouger chez eux et pour ceux qui étaient déjà managers, il y a eu, plus, un move vers l'humanisme, vers la manière dont on prend soin de l'autre, comment on l'écoute, comment parfois il peut arriver, je donne un exemple très basique, un collaborateur qui dit: «Je m'ennuie un peu dans mon travail, j'ai l'impression de faire souvent la même chose, je sais pas, j'ai peut-être regardé ailleurs» et cetera et grâce en fait à l'envergure qu'a pris le manager et au coaching qu'il a reçu, il est capable déjà de nous remonter le problème pour que ce soit pris en compte, considéré et qu'on puisse adresser le problème, et par le biais de la discussion avec le collaborateur en question, de l'amener, de retourner la situation et qu'en fait, ça puisse être au bout de quelques mois, un collaborateur qui est plus du tout sur le départ, mais qui au contraire est réengagé, quoi. Donc ça, c'est un des exemples de choses qui les a fait grandir au travers de cette responsabilisation et ce coaching. Hmm. Ouais, je sens tout le chemin qui a été fait hein, depuis plus de 10 ans là, autour de cette vision humaine, humaniste que tu portes. Hein, je sens ça. Dis-moi, la famille a l'air, alors, sur le site internet, je le disais tout à l'heure, elle est super présente. Aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a d'autres familiaux que vous présents opérationnellement ou Non, vous êtes tous les opérationnellement, deux? nous sommes tous Et, les 2. et dans Ouais. l'actionnariat, alors vous êtes Oui. combien? Et ma question derrière, je te dépose tout, comme ça tu picores Mmh. dans l'ordre que tu veux. Comment c'est structuré? Est-ce qu'il y a, voilà, vous vous retrouvez, est-ce qu'il y a, je sais pas, vous vous retrouvez il y a un conseil de famille, il y a comment un peu comment la gouvernance est organisée? Euh, Alors, Comment elle fonctionne, quels sont les défis que vous rencontrez, peut-être les difficultés, peut-être les... Ouais. on a la chance d'être, la chance, c'est pas vraiment une chance, mais en l'espèce, c'est plus facile. On n'est pas une très grande famille, donc l'actionnariat aujourd'hui, il est réparti entre mon père, ma tante, Jean-Baptiste et moi et mon frère. Ce qui fait que, nous sommes peu autour de la table, donc c'est quand même plus simple de se parler et comme la maison se porte bien, qu'on a montré de beaux résultats, on a vraiment la toute confiance, de nos aïeux, donc c'est très facile pour nous, de gérer et on a vraiment les mains libres, donc ça, c'est chouette. Je les en remercie et il y a pas tellement de sujets, en fait, parce que nous sommes peu nombreux, que je pense que chacun est relativement content de la manière dont on a fait opérer la reprise de la boîte et de là où on l'emmène aujourd'hui. Donc nous sommes amenés à nous réunir, et on met un point d'honneur à le faire chaque année au cours de l'assemblée générale des actionnaires, que l'on fait toujours, au sein de la maison Maton. Donc dans notre atelier, on a un showroom, c'est-à-dire un salon, dans lequel on peut accueillir nos clients et également faire ce genre de réunion. Et on dit showroom, mais en fait, ça ressemble plus à un salon d'un appartement dans lequel voilà, il y a des canapés, etc., et dans lequel on se sent bien. Et donc, voilà, au cours d'une après-midi, ben, on partage tout ce qu'on a fait, on échange sur les éventuels projets un peu à plus long terme pour la boîte.
Voilà, c'est un moment de partage qui est bien, qui est nécessaire parce que je pense que si on ne se voit pas que dans un temps 100% dédié à l'entreprise, la confiance serait peut-être pas la même. Là, voilà, c'est important pour nous de le faire et de permettre à chacun aussi de poser toutes ses questions. On est ultra transparent sur les comptes. Euh, on prend beaucoup de temps et de soins pour vraiment détailler le compte de résultat, les différents ratios, les seuils intermédiaires de gestion, les expliquer quand il y a des variations, etc. Pour que voilà, chacun comprenne que il y a des hausses, il y a des baisses, mais elles s'expliquent, elles s'originent soit dans l'activité commerciale, soit dans des charges qui ont dû évoluer, et pourquoi on l'a fait. Et on l'explique comme ça. Donc, et en termes plus opérationnels, donc Jean-Baptiste et moi, on est les seuls physiquement présents dans l'entreprise, mais on a quand même la chance, et ça c'est une chance, et c'est peut-être pas très typique dans les entreprises, d'être épaulé à distance par mon père, qui aujourd'hui vit en Afrique, mais Ah, il vit en qui Afrique et waouh. voilà, il vit en Afrique, donc il n'est pas très physiquement présent chez nous. En revanche, il est quasiment chaque semaine derrière son ordinateur pour nous accompagner sur des tâches très opérationnelles de saisie de data ou ce genre de choses, de construction dans notre ERP, etc., qui sont des sujets qui sont parfois un peu lourds à traiter et pour lesquels on n'a pas le temps de le faire avec Jean-Baptiste. Donc lui, ça lui permet de rester actif, non pas dans la société, mais pour la société. Il nous donne un vrai coup de pouce et, euh, et au C'est un moins peu en il voit shadow, au quotidien un peu ce qui se passe. c'est un peu en shadow, c'est-à-dire les collaborateurs Ouais. voient qu'il est là, qu'il participe ou Ils le peut-être. savent parce que de temps en temps, il leur envoie un mail pour leur poser une question de précision quand il établit une fiche article ou ce genre de choses. Mais sinon, il ne le rencontre pas beaucoup puisque physiquement, il n'est pas là, mais il prend la main à distance sur notre Système système. d'info. Ouais. Ouais. Et donc il donne un coup de main, mais j'entends il t'a vraiment complètement laissé la Mm. direction de l'entreprise il y a maintenant pas mal d'années et ça s'est fait en douceur, j'ai l'impression, hein. Il a à un Oui. moment décidé de partir et voilà, j'entendais il y a pas longtemps un témoignage d'une dirigeante qui disait que ça a été difficile, qu'elle a failli quitter la boîte parce que son père ne partait jamais, quoi. Ouais. Et il était question qu'il parte, mais il partait toujours pas. Et bref, et qu'à un moment, elle était à deux doigts de quitter le navire pour aller vivre sa vie professionnelle ailleurs parce que ne Mm. pouvait plus. Bref, je sens que chez Roger Maton, ça a été vécu différemment. Il y a eu quelque chose, hein, c'est ça. C'est vrai, mais on a été aidés en cela par la vie aussi, parce que mon papa a refait sa vie en Afrique et il a eu le sentiment à un moment donné qu'il avait d'autres aventures à vivre. Et il a eu une petite fille, donc ce qui fait qu'il s'est dit il faut aussi que je vive ce moment-là, il faut que j'en profite. Euh, Mes premiers enfants sont grands et ils sont à même de reprendre la boîte. Je leur ai passé ce que j'avais à leur passer. Donc c'est pour Hmm. ça qu'il était à la fois en confiance et puis il était aussi attiré ailleurs. Donc, c'est comme ça que ça C'est s'est passé chez nous. C'est les hasards de la vie, mais en l'espèce, ouais, ça s'est vraiment fait sans heurts, ce qui ouais, est bien. pour une nouvelle vie pour lui. D'accord. Mm. Et alors, donc la famille, donc tu décrivais ces assemblées générales, c'est quoi? C'est une fois par an ou Oui, ouais. une fois par Et an. sinon, il y a, je sais pas, il y a un conseil d'administration, non il y a Non, nous, on fait ce qu'on appelle un COMEX, un comité exécutif qui se réunit tous les lundis, mais qui n'est pas avec les actionnaires, qui est non, c'est ça. simplement C'est les piliers dans peut-être, c'est ça? c'est en Ouais. général notre DAF, Jean-Baptiste et moi, et en fonction des sujets, on va effectivement associer un pilier ou le CSE ou voilà D'accord. à ce comité. Et puis après, on fait bien entendu aussi des réunions mensuelles avec le CSE sur vraiment purement les sujets qui sont de leur périmètre et une réunion mensuelle avec les chefs d'atelier pour les aspects opérationnels. D'accord. Donc, dans la gouvernance, aujourd'hui, il n'y a pas d'administrateur indépendant ou de personnes Non. qui viennent apporter un regard extérieur. Ok, Non. ok, Ça ok. pourrait, hein, mais c'est pas comme ça que c'est C'est organisé c'est aujourd'hui. pas ça pour Mm. l'instant, hein. Ouais, je vois de plus Ouais. en plus de dirigeants qui s'entourent là d'un ou Mm. deux regards extérieurs ou trois regards Mm. extérieurs qui viennent.
leur apporter du décalage et de l'éclairage Ouais. pour préparer les prochaines étapes de la vie de l'entreprise. C'est pas ce que vous vivez. Ok. Vous avez déjà eu recours à un family office ou pas par curiosité? Non. Non, on n'a pas eu Ok. de projet, mais peut-être. Ok. Et merci pour tout ça. Alors, on approche de la fin de notre épisode et je l'évoquais tout à l'heure, on s'est rencontrés dans une organisation qui s'appelle EVH. Comment tu la décrirais, toi, en tant que dirigeante, EVH? Qu'est-ce que c'est? Et puis, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu y trouves? Et puis, peut-être, qu'est-ce que tu en aurais déjà ramené à la maison, si je puis dire, ou dans ton entreprise? Mm. UVH, c'est pour moi à la fois un ovni et un formidable espace de lien. C'est-à-dire, c'est un ovni dans le sens où c'est très difficile de parler de VH à quelqu'un qui n'a pas vécu cette expérience. Euh, mais ce que je donc EVH, c'est ce que j'en ai vécu jusqu'à présent, c'est 4 week-ends dans l'année où on se retrouve avec des pairs qui sont eux aussi dirigeants ou ayant des hautes responsabilités dans des entreprises de taille diverses et qui exercent des métiers très différents dans des secteurs variés. Et on se retrouve autour d'un animateur coach qui nous permet de nous mettre en résonance les uns avec les autres et de d'exposer chacun tour à tour un cas ou une situation sur laquelle on a besoin d'un éclairage extérieur, où on se trouve bloqué ou en proie à des doutes. Et chacun le vit à la fois dans sa tête, mais surtout dans son cœur et dans ses tripes, et donne une résonance, offre à l'autre une résonance. Ce que j'entends quand tu me dis cela, c'est euh, parfois un mot et parfois une émotion ou un ressenti. Et ensuite de cela, va se tisser des ouvertures, des chemins, des résolutions. Et c'est à chaque fois, moi je suis membre depuis seulement un an, donc je suis toute jeune dans l'organisation EVH, mais à chaque fois c'est vraiment ce que je pourrais appeler des épiphanies, c'est-à-dire qu'il y a le temps de la connexion, de l'accueil, et il y a le temps où on vit des choses. C'est hyper fort d'un point de vue émotionnel et même sensationnel, c'est-à-dire qu'on ressent les choses au-delà de vraiment dans le sensible, dans le ventre, voilà, parfois on a des frissons, on a parfois aussi des larmes, parfois on a mal au dos parce que le corps en fait s'exprime au travers de ce qu'il vit. Euh, et ce que ça m'a apporté jusqu'à présent, ça m'a permis de recommencer à écrire parce que j'estimais que j'avais plus le temps ou je l'avais un peu perdu. Donc depuis EVH, je recommence à écrire. Euh, donc ça m'a reconnecté à moi-même quelque part. C'est ça. Ça m'a permis aussi d'apprendre énormément de choses sur euh, la façon dont peut fonctionner un cerveau, sur le vivant, et de mieux comprendre les choses qui peuvent se jouer parfois dans des scénarios relationnels, entre mes collaborateurs ou avec mon conjoint. Voilà. Donc ça m'a apporté beaucoup. Et je continue d'apprendre et de vivre ce chemin au quotidien, en fait. Donc je note beaucoup de choses sur mon carnet au cours des séances EVH que je relis pas mal. Et, et puis pour l'entreprise, enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai dites qui ont germé au cours de, de journées EVH ou même parfois de nuit, parce qu'il y a pas mal de choses aussi qui émergent pendant la nuit, Hmm. entre les 2 jours de séminaire. Hmm. Bon, Voilà, donc c'est une on belle salue. aventure humaine, Ouais, on s- en lien avec le vivant. C'est ça que j'apprécie beaucoup, au sein d'une nature très présente ouais, en là plus, où je vais. le lieu est sympa dans la vallée de Chevreuse, là. Oui. Bon, on salue tous nos amis de VH qui écouteront ce podcast, cet épisode. On vous embrasse. Et vraiment, c'est peut-être en complément, mais je trouve ça passionnant d'entendre finalement ton regard neuf, parce qu'un an chez EVH, c'est relativement récent. Tu as vécu une Mm. année, quoi, un cycle de 4 rencontres.
Et pour nos auditeurs, EVH, c'est un peu plus de 100 dirigeants, c'est un réseau, une association de dirigeants humanistes qui se retrouvent 4 fois par an, comme le disait Aude, pour voilà, travailler entre eux par petits groupes sur des... Voilà, tu l'as dit, je ne vais pas répéter les choses que tu as dites, mais c'est un très beau mouvement avec des personnes passionnantes et un lieu ressource pour les dirigeants que je ne saurais Mm. que recommander, vraiment. Oui, tout à fait. C'est inspirant et inspiré. Hmm. Merci Aude. Nous arrivons au terme de cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on se quitte? Peut-être une question que je ne t'aurais pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Non, je te remercie. C'était un beau moment de partage. Voilà, ça me donne envie de vivre très prochainement le prochain séminaire EVH parce que voilà, tout ça fait écho pour moi. Hmm. Et quand je te vois, je pense tout de suite à EVH. Donc c'est le prochain chapitre à vivre et à écrire. Bonne suite à toi. Bonne Merci suite Thomas, toi aussi. à ton entreprise, Roger Maton, et à toute l'aventure que vous construisez. Et j'ai hâte peut-être d'un prochain épisode dans quelques années où tu raconteras tout ce qui s'est passé, peut-être, et la croissance de l'entreprise, la croissance, j'entends d'abord humaine, au fond, hein, de tout ce que vous aurez continué à transformer avec Jean-Baptiste. Et puis, j'espère aussi de la croissance business, voilà, de l'abondance pour vous tous. Merci, et puis Merci beaucoup Thomas. à bientôt, Aude. À très Et chers bientôt. auditeurs, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la page et rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode du podcast Entreprise familiale nouvelle génération. Au revoir.